Bonjour à tous et bienvenue au webinaire. On va attendre quelques secondes, minutes que tout le monde se connecte, le temps d'accepter les participants. Je vois que le compteur grimpe. On va attendre encore quelques secondes et puis on pourra démarrer. Stagne pour l'instant. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire dédié au programme de financement européen European Innovation Council, organisé donc par l'Association française des pôles de compétitivité avec le soutien de plusieurs pôles en lien avec la thématique bioéconomie, agro-ressources que vous voyez à l'écran. En collaboration avec nos points de contact nationaux du programme EIC Horizon Europe français. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous donc Elsa Urquizar, qui est point de contact national du programme EIC pour les guichets Pathfinder et Transition. Donc, vous en saurez plus juste après. Et également Carole Miranda, qui est, elle, point de contact national PCN, l'acronyme que vous entendrez de nombreuses fois aujourd'hui, pour le guichet EIC Accelerator. Donc, nous vous informons de la durée d'environ 1 heure de ce webinaire. On va essayer de tenir le timing. La présentation sera transmise à tous les inscrits à la suite du webinaire, donc au courant de cette semaine. Une autre information à vous partager, c'est que vous avez la possibilité de poser vos questions et réponses dans l'onglet, le petit bouton Q&R, questions-réponses. Une session dédiée questions-réponses sera prévue donc à la fin des présentations. Si vous le voulez bien, on va passer au déroulé du webinaire. Donc, je remercie aussi mes homologues Claire Grosbois et Adrienne Gentil, respectivement VG Police Vallée et Valorial, avec qui Biforcy, pour ma part Chloé Joly, nous avons organisé à trois donc ce webinaire en collaboration avec les points de contact nationaux et également avec le soutien des autres pôles que vous voyez à l'écran. Donc, on aura l'occasion d'en reparler par la suite. Donc, le programme d'aujourd'hui, c'est une présentation rapide de ce programme EIC, European Innovation Council, et de ces différents guichets. Et ensuite, on vous présentera quels sont les dispositifs et organes disponibles pour vous accompagner dans votre candidature à ces dispositifs européens. Donc, je laisse la parole à Elsa qui commence la présentation. Bonjour à tous et à toutes. Merci déjà pour l'invitation et l'organisation de cet événement. Donc, je vais commencer par vous présenter le Conseil européen de l'innovation et donc dans ce cadre-là, très rapidement, le programme cadre Horizon Europe. On peut passer la slide, s'il vous plaît. En soi, le programme Horizon Europe, c'est le grand programme cadre de recherche et de l'innovation qui a un budget de 95,5 milliards d'euros pour 7 ans et qui est structuré en plusieurs piliers afin de financer sur différentes typologies d'appels les innovations et la recherche demain. Nous, aujourd'hui, on ne va pas chercher à comprendre tous les tenants et aboutissants, mais on va se concentrer sur le Conseil européen de l'innovation qui se trouve dans le pilier 3, dont la priorité est de faire de l'Europe un continent innovant. Donc, je vais vous présenter le Conseil européen de l'innovation et sa mise en œuvre. Donc, concrètement, c'est quoi? C'est l'objectif même de ce Conseil, c'est de faire de l'Europe un leader en innovation. On va ici financer des innovations qu'on considère comme radicales, c'est-à-dire en rupture avec ce qui se fait actuellement, qui sont donc à haut risque vu qu'elles sont radicales et qui pourraient créer de nouveaux marchés et avoir des impacts sociétaux et économiques très importants. Donc, on est sur des technologies qui sont nécessaires pour notre futur, mais qui demandent un financement, enfin, qui restent un financement trop risqué pour les investisseurs privés. Donc, c'est sur cette axe-là, pardon, que la Commission va se positionner comme un facilitateur, un financeur
de ces innovations et donc de leurs innovateurs pour pouvoir permettre à ces technologies d'évoluer et de se développer en termes de maturité. On va donc essayer de limiter le risque lié à ces innovations et de rassurer, attirer les investisseurs privés petit à petit en finançant les étapes nécessaires. Tous les instruments, les instruments de financement de l'EIC couvrent l'échelle TRL. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'échelle TRL, je pense que vous devez quand même pour la plupart bien connaître, c'est l'échelle qui permet de positionner et de savoir le niveau de maturité de votre technologie. On a un TRL de 1 à 9, TRL 1 étant j'ai une idée, TRL 9, le produit sur le marché. Donc, on a trois typologies d'instruments qu'on verra juste après, qui vont permettre de couvrir les différents besoins sur cette échelle. On a un budget pour cette EIC de 10,1 milliards d'euros pour 7 ans. On a un programme de travail qui est annuel. Donc, chaque année, on a un programme qui est publié, en général en décembre. Et on a pour but de financer des innovations multidisciplinaires et multisectorielles. Et on va voir qu'il y a des appels bottom-up ou appels blancs, c'est-à-dire non thématiques. C'est à vous de proposer la thématique scientifique la plus pertinente et dans laquelle vous excellez. Et des appels top-down, donc ils vont être des sujets prioritaires pour l'EIC, pour la Commission européenne de manière générale. On peut passer à la prochaine slide. Donc, pour imager un peu plus cette échelle TRL que vous voyez dans la première ligne, on va avoir trois instruments qui vont se positionner tout au long de cette échelle. On va avoir l'EIC Pathfinder. Donc, sur les premières échelles TRL, on est sur la recherche donc exploratoire à visée technologique. On est sur les prémices, on a une super idée, mais on a encore besoin de financement assez important pour pouvoir prouver par A plus B que cette technologie a du potentiel et qu'on peut aller plus loin. On a ensuite le IC Transition. Donc là, on a un TRL 3-4 en démarrage. On a une preuve de faisabilité. On a une validation en laboratoire. Donc, on a un certain potentiel. On a besoin de financement pour faire la transition, si on caricature, entre le laboratoire et le marché. Donc là, on va commencer les développements technologiques un peu plus poussés. On va continuer ce développement-là, mais on va aussi commencer les business plans en parallèle. Et puis finalement, il y a l'accélérateur dont Carole va vous parler après, qui va être la consécration et les dernières étapes très cruciales pour pouvoir à terme avoir un produit fini sur le marché. Donc, suivant les instruments, vous pouvez voir qu'il y a des typologies d'appels très différents. On va essayer de vous présenter ça le plus rapidement possible. Et si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez surtout pas à nous contacter, Carole et moi, ou en tout cas les PCN de manière générale, les adresses génériques qui vous seront indiquées, parce qu'on est vraiment là pour répondre à vos questions. Donc, les deux typologies d'appels que j'ai pu vous mentionner, appel blanc et appel thématique, vont se concrétiser par ce qu'on appelle les appels open, ouverts, et challenge, challenge, c'est-à-dire on positionne sur un défi bien précis. Et on a des typologies de partenaires différents, suivant le niveau de développement de la technologie, le niveau de maturité. Comme vous pouvez le voir, on est sur uniquement des entreprises pour l'accélérateur, pour le Pathfinder et la transition. On va être sur des groupes et des partenariats qui vont être plus mixés privé-public. On peut passer à la prochaine slide. De toute façon, avec Caroline, on va rentrer dans les détails petit à petit. Le IC Pathfinder, on va commencer par cet instrument-là. On va faire dans l'ordre des échelles PRL. Le Pathfinder, vous avez une idée révolutionnaire. Vous vous dites, ça n'a jamais été fait. Si on arrive à le faire, ça va être un gain très important pour la société, pour l'économie européenne. Donc, vous avez une vision à long terme par essence vous avez une vision à long terme d'une technologie qui pourrait impacter positivement l'économie et la société. Comme j'ai pu le dire précédemment, le IC, c'est des innovations de rupture, comme dit, et aussi une forte dimension deep tech. Donc, comme c'est des innovations de rupture, elles sont la méthodologie qu'on appelle high risk, high gain, c'est-à-dire qu'il y a de forts risques, vous n'êtes pas sûr à 100% d'atteindre vos objectifs, dans le sens où, comme ça n'a jamais été fait, on a besoin d'un financement pour essayer de le faire. Mais si on y arrive, le potentiel gain serait très important. Ça, c'est vraiment l'essence même du Pathfinder. On va établir pendant ce projet-là les fondations de la technologie ambitionnée pour pouvoir faire une base solide pour continuer par la suite le développement tech. Et on va essayer de faire le pont entre la science et les prémices du développement technologique qui, lui, se fera potentiellement, par exemple, dans une transition. Donc, si on résume concrètement, les objectifs d'un Pathfinder, ça va être d'avoir une preuve de concept / faisabilité. Ça dépend le terme que vous utilisez parce que je sais que preuve de concept, ça peut aussi être utilisé parfois en TRL5. Mais là, on parle d'une preuve de faisabilité ou une validation laboratoire. On va donc essayer de valider les bases scientifiques et technologiques et on va aussi surtout prévoir l'après. Ça, je mets un point d'honneur à chaque fois parce que le Pathfinder, pour beaucoup, on peut penser que c'est un projet de recherche exploratoire et après, advienne que pourra si quelqu'un veut se saisir des résultats. Non, là, c'est pas ce que vous avez demandé. Il faut comprendre que le Pathfinder, il s'incrémente dans un
tout qui est l'EIC, on va vous demander d'avoir une vision à long terme pour s'assurer que les résultats, s'ils sont probants, ne vont pas être laissés dans un carton et qu'on va jamais pousser la technologie par la suite. Donc, ils vont vous demander dès maintenant, dès le dépôt d'un Pathfinder, d'avoir une vision concrète de qui va faire quoi. Est-ce que c'est la PME qui est avec nous dans le consortium qui va exploiter les résultats? Est-ce que non, c'est moi, l'entreprise qui porte déjà le projet, qui va exploiter les résultats? Est-ce que ça va être un chercheur qui va créer une spin-off? On ne sait pas. Mais en tout cas, il faut préparer un plan pour assurer le fait que vous y avez pensé, vous avez cette vision à long terme. On va voir sur la slide suivante les règles d'éligibilité et ce qui va vous être demandé. Alors, le Pathfinder Open, Pathfinder Challenge, on a deux approches différentes. C'est-à-dire que la philosophie est la même, mais comme je vous disais, il y en a un, c'est des appels blancs, et l'autre, c'est des appels thématiques. Des appels thématiques qui changent chaque année. S'il y a une thématique qui vous plaît en 2024, elle ne sera plus là en 2025. Donc, c'est des one-shots, si je puis dire. Le Pathfinder Open, la règle d'éligibilité, c'est la règle de tout, pratiquement les projets collaboratifs que vous pouvez voir sur Horizon Europe pour ceux qui connaissent. Mais je vais la répéter parce qu'elle n'est pas évidente non plus. C'est un consortium de 3 entités légales différentes issues de 3 pays différents, au minimum. Je dis bien au minimum, ça vous pouvez être un consortium de plus de 3 entités, mais il faut au moins que dans votre consortium, que vous soyez 5, 6 ou 3, il y ait au moins 3 entités légales différentes issues de 3 pays différents. Les 3 pays différents pouvant être des États membres, donc États membres de l'Union européenne, et des États associés. Alors, les États associés, vous avez une liste bien précise que vous pouvez retrouver sur Internet, sur notre site. Si vous avez un doute, vous nous écrivez, mais des exemples de pays qui sont associés historiquement. On a la Norvège et on a maintenant le Royaume-Uni. Et on a plein d'autres que je vous laisserai vérifier. Donc, c'est pluridisciplinaire et ce sont des sujets ouverts. C'est à vous de proposer une thématique et une technologie qui serait très ambitieuse dans votre domaine. La deadline, il y en a une par an, comme pour le Pathfinder Challenge, mais à un autre moment. Pathfinder Open, c'est le 7 mars. Donc là, c'est un peu short pour cette année. Mais si ça vous intéresse à terme, il y aura sûrement une deadline le 7 mars 2025 ou alors plus ou moins à 5 jours près, on va dire. Le budget, il est de 3 millions pour les Open, à peu près par projet. Ça peut être plus, ça peut être moins. C'est-à-dire que si vous avez besoin de plus, c'est que votre projet il n'est pas à la hauteur de ses ambitions. En vous limitant à 3 millions, vous pouvez demander plus. Et la durée, elle est assez souple aussi, de 36 à 60 mois. En fait, il faut que ce soit cohérent avec vos objectifs. Et pour les challenges, donc on a des challenges bien précis. On a des règles d'éligibilité un peu différentes. On peut toujours être 3 et plus, comme je viens de le mentionner pour le Open, ça marche aussi. Mais vous pouvez être aussi seul, donc monobénéficiaire, ou à deux, donc toujours 2 pays différents. Si vous êtes plusieurs, à partir du moment où vous êtes plusieurs, il faut respecter le fait d'être plusieurs pays. Donc ça, c'est des règles d'éligibilité un peu distinctes pour le Pathfinder Challenge. Donc si vous êtes intéressé, par exemple, par le challenge qui pourrait tomber dans vos thématiques cette année, on a un challenge thématique plutôt bio-environnement qui est Nature Inspired Alternatives Food Packaging and Films for Agriculture. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez y aller seul, à 2 ou à 3 et plus. La particularité des Pathfinder Challenge, c'est que c'est des portefeuilles de projets, donc vous serez sélectionné avec 5-6 autres projets sur cette thématique-là. Vous n'aurez pas tous les mêmes objectifs parce que vous allez être complémentaires et vous serez géré, on va dire, de façon plus macro par un programme manager qui est une personne physique. Par exemple, pour votre challenge cette année, celui que je viens de mentionner, le programme manager s'appelle Ivan Stefanik. Il y aura un challenge guide qui va être publié d'ici quelques mois, donc ça sera la Bible à lire absolument si vous voulez déposer sur ce challenge, qui fait une dizaine de pages. Et la deadline, c'est le 16 octobre et le budget de 4 millions à peu près par projet. Donc là, c'était une petite slide pour vous montrer les différentes thématiques représentées sur le Pathfinder Open. Donc, on peut voir que c'est assez équitable. Donc, on voit que énergie et environnement, il y a quand même 18% des évaluateurs. On peut retrouver, en soi, ça va être le point que je vois. Oui, il y a biotechnologie aussi en orange, donc 16%. Donc, ce sont des thématiques de l'environnement qui reviennent et qui sont assez au cœur des projets financés dans les Pathfinder Open, donc Open étant toute thématique confondue. On peut passer après, ça c'était vraiment un petit point. Donc ça, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le but, c'est que vous ayez surtout l'info dans les slides qui vous seront transmises, pardon. Donc ça, c'est un petit résumé du challenge que je viens de vous mentionner. Donc c'est l'objectif est de la production de substitutions durables inspirées de la nature pour l'emballage alimentaire et la production agricole. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails des différentes matières qui sont demandées, mais au moins comme ça, vous, à la lecture, vous verrez tout de suite si ça tombe dans vos thématiques, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pourriez potentiellement déposer, et si vous êtes intéressé,
bah, n'hésitez pas à vous abonner à notre liste de diffusion parce qu'on vous dira quand les challenge guides seront publiés et puis on vous informera des différents événements qui pourront être liés et de nos différentes présentations. Donc voilà, pour information suisse. Ça, c'est un exemple de Pathfinder Open qui a été financé sur des thématiques bioenvironnement, donc qui s'appelle FunSurbees, qui a le but d'utiliser les différentes colonies d'abeilles pour pouvoir récolter des variables écologiques importantes. Donc également, je vous ai mis le nom, tous les infos que je vous mets là, c'est pas du tout confidentiel, c'est le summary de l'abstract que vous pouvez trouver en ligne sur Cordis. Donc si vous tapez FunSurbees sur Google et même que vous mettez par exemple le nom de l'appel en question qui est Pathfinder Open 2023 pour retrouver toutes les informations. C'est pour vous montrer un exemple de projet qui a été financé sur votre thématique, en tout cas sur un axe de vos thématiques dans un Pathfinder Open, donc ouvert à toutes thématiques confondues. On peut passer à la prochaine. Je vais présenter le transition aussi assez rapidement. Le transition qui porte très bien son nom. Je fais tout de suite, on va dire, le spoiler, le disclaimer plutôt, qui est que tout le monde n'est pas éligible aux transitions. Le transition, c'est un nouvel instrument qui a été développé dans le cadre de Horizon Europe. Avant, il n'avait pas vraiment, enfin même pas du tout d'équivalent. Il cherche à faire le pont et pousser des résultats plus loin après avoir obtenu une preuve de faisabilité ou une validation laboratoire d'un résultat assez probant. Donc, pour l'instant, et ça n'a pas l'air de vouloir changer d'ici la fin du programme 4, donc c'est-à-dire jusqu'à 2027, il est limité à un certain nombre de projets. Je vais y revenir juste après. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un transition? Concrètement, c'est quoi la typologie? Ça va être de la subvention de 2,5 millions d'euros. J'en profite en voyant ça. C'est des coûts éligibles couverts à 100% pour le transition. Que vous soyez du public ou du privé, c'est littéralement la même chose ici pour le Pathfinder. Je ne l'ai pas reprécisé parce que j'oublie à force, parce que ça me semble évident comme je suis tout le temps dedans, mais ce n'est pas si évident non plus. C'est du 100% de taux de remboursement, que vous soyez du public ou du privé, c'est 100%. Les niveaux d'activité financée TRL 3 à 4, en démarrage et après un TRL 5-6. On va donc financer d'un côté le développement technologique, mais aussi les prémices du business plan. Donc, ça peut être les études de marché, l'étude de concurrence, le prospective, les différentes prospectives dont vous aurez besoin. En tout cas, c'est des financements, c'est un financement à hybride parce qu'il va aller mélanger encore un axe très recherche, très développement tech, mais en même temps, on va commencer à vous demander concrètement comment vous allez faire par la suite pour lever des fonds, comment vous allez faire pour contacter les manufactures au besoin. Enfin, on va vous demander un autre axe plus concret de le produit sur le marché dans 5-6 ans, comment vous allez faire. Les monodéposants ou consortiums, c'est-à-dire que vous avez deux typologies, voire trois typologies, pardon. Au même titre que les Pathfinder Challenge, vous pouvez être seul à deux, toujours deux pays différents, ou à trois et plus, toujours trois pays différents. Là, vous avez un maximum, vous ne pouvez pas être plus de 5 entités. Vous ne pouvez pas être un consortium de plus de 5 entités. Et donc, ça peut être des PME, des spin-offs, des startups, des organismes de recherche, des universités, tout le monde. Il a bienvenu à partir du moment où il est cohérent et il montre qu'il a toutes les capacités pour aller plus loin. Donc, on va vous demander de confirmer le potentiel de votre preuve de concept et d'élaborer les débuts du business model. Je vais passer à la slide d'après pour vous montrer un peu plus concrètement comment vous pouvez devenir éligible si vous ne l'êtes pas. Déjà, il faut savoir que ça se trouve, vous l'êtes. Les transitions, alors je vais essayer d'être claire, les transitions pour être éligible, il faut que les résultats que vous souhaitiez exploiter, que vous souhaitez pousser plus loin, si je puis dire, soient issus d'un certain nombre d'appels à projets européens. Donc, il y a une liste d'appels à projets européens, par exemple les Pathfinder. Pour ceux qui connaissent, il y a aussi les ERT Proof of Concept, les Future Emerging Technologies. Vous avez une liste d'appels qui est citée dans le Work Programme et qu'on a remis nous dans notre site internet, dont les résultats sont éligibles aux transitions. Donc, c'est ça, on va dire, le cœur, le nerf de la guerre qui va vous permettre d'être éligible. Et depuis cette année, il y a eu une extension d'éligibilité. Donc, tous les résultats également issus de projets du pilier 2, donc des différents clusters thématiques, alors sûrement vous connaissez le cluster 6 pour la plupart d'entre vous, sont également éligibles aux transitions depuis cette année. Et également l'équivalent du pilier 2 sous Horizon 2020, qui est l'ancien programme cadre. Je suis désolée si je vous perds, mais c'est assez technique. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez surtout pas à venir voir nos webinaires où je prends plus le temps d'expliquer ce que c'est, qui sont également éligibles. Donc, en tout cas, sachez qu'il y a un plus grand nombre de projets qui sont éligibles maintenant. Il faut toujours que le niveau de TRL soit bon, c'est-à-dire qu'il soit un TRL
3, 4 au démarrage. Il faut respecter les autres règles d'éligibilité qui ne sont pas présentées ici parce que je n'ai pas le temps, mais qu'on vous présente dans les webinaires et puis que je peux répondre à des questions également après et vous pouvez nous contacter. Mais voilà, en tout cas, tout le monde n'est pas éligible. Si vous voulez chercher des résultats, parce que vous n'avez aucune obligation avec les propriétaires des résultats, qui sont éligibles. Vous pouvez, par exemple, contacter un laboratoire qui a des résultats qu'ils ne veulent pas exploiter et que vous trouvez prometteurs. Vous pouvez les contacter. On va vous demander juste une preuve du fait que vous avez le droit d'exploiter la propriété intellectuelle. Vous allez demander l'autorisation de propriétaire, si je puis dire. Et vous pouvez déposer, ça vous rend éligible. Voilà, il n'y a pas d'obligation à être du début à la fin de la création de ces résultats. Donc, vous avez 3 sites, Innovation Radar. Là, si on peut rester juste avant, je vais bientôt finir sur cette slide. La base de données ERC pour tous les ERC Proof of Concept. Et normalement, le IC va publier la liste des projets qui sont éligibles. Donc, vous pouvez double-checker. Et si vous avez un doute, n'hésitez surtout pas à nous contacter au PCN. On vous répondra si le projet est éligible ou non. Et s'il y a des doutes, on écrit à la Commission européenne. Donc, voilà pour l'éligibilité. Et donc là, c'est un exemple de projet que j'ai essayé de trouver qui pouvait être dans une thématique plus ou moins proche de la vôtre. Donc là, c'est Nemelis en transition open, monobénéficiaire. Et donc, c'est la détection fiable pardon, et quantitative de la lumière. Alors, j'avoue que je ne me rappelle plus exactement, mais il disait que ça rentrait dans le cadre de un éventail d'applications, notamment environnementales, biologiques, chimiques, pharmaceutiques, alimentaires et agricoles. Donc c'est pareil, là c'est vraiment un résumé très très court. Vous pouvez aller retrouver Nemelis en ligne directement. Et je crois que c'est bon, c'est tout bon, à part bah, voilà, le PCN en question. Donc moi je ne suis pas seule pour ce temps-là, je suis avec Chiara et Laurent. D'ailleurs, moi je suis plus dans mon poste dans 2 semaines, donc ne me retenez pas particulièrement sur ce poste-là, mais écrivez surtout à l'adresse générique que vous voyez, pcn-eic-éclaireur. Et puis on a notre site internet, LinkedIn, Liste Relais. N'hésitez surtout pas à nous contacter, on est là pour ça. Donc je crois que c'est tout bon. Après ça, c'est les accompagnements qu'on propose, mais c'est à peu près du pareil au même et on pourra répondre aux questions par la suite. Et voilà, j'espère que je suis dans les temps. À toi, Carole. Parfait, merci beaucoup Elsa. Donc moi, je vais enchaîner sur le dernier des trois instruments donc de ce fameux Conseil européen de l'innovation. Alors, dans ce qu'on appelle l'EIC Accelerator, donc EIC Accelerator en français, Conseil européen de l'innovation accélérateur pour être vraiment parler bien français, on est clairement sur ce qu'on qualifie de projet monodéposant, c'est-à-dire que la start-up, la PME, la spin-off est évidemment totalement aux commandes de sa croissance. On va retrouver également ce qu'on appelle les mid-caps, donc des ETI de moins de 500 personnes qui sont également éligibles pour ce troisième instrument. Alors, tout comme Elsa, on est très clairement dans des projets deep tech. Donc, deep tech, ça veut dire évidemment profond. Donc, c'est souvent des projets qui ont nécessité plusieurs années de recherche et lorsque j'ai un petit peu regardé tous les lauréats, je m'aperçois quand même qu'une très grande quantité d'entre eux ont des liens très forts avec la recherche académique, alors soit par le forme de projets collaboratifs, soit certaines sont des spin-offs issus de la recherche. En tout cas, cette notion de deep tech, vous devez la retenir, même si il n'y a pas que des projets deep tech qui sont retenus. On peut par exemple trouver des projets en biotechnologie qui peuvent être retenus. L'EIC Accelerator est vraiment là pour financer la scalabilité des entreprises, la croissance des entreprises, qui vont permettre finalement de soit créer un nouveau marché, soit, comme on dit en mauvais français, disrupter, ou alors en français, on dit bousculer un marché existant. Donc, on va vraiment trouver les deux. On est clairement sur des projets avec, pour reprendre un petit peu les paroles d'Elsa, high risk, high gain ou high risk, high potential. Souvent, je dis dans l'EIC Accelerator, c'est-à-dire vraiment des projets risqués qui nécessitent aussi des financements importants. Ça veut donc dire que dans l'EIC Accelerator, il y a une notion d'ambition de croissance à l'échelle internationale qui est extrêmement importante. Évidemment, comme c'est monobénéficiaire, c'est le projet de votre vie. Donc, c'est ce qu'on veut dire par central pour le déposant. C'est clair que ce n'est pas un petit projet de l'entreprise, c'est vraiment le projet
de croissance, de scalabilité de l'entreprise. Pour entrer dans l'EIC Accelerator, il faut très clairement avoir atteint le TRL 5, c'est-à-dire prouver que la solution que vous avez mise en place et qui est innovante mérite quelque part, je le dis avec mes mots, d'être industrialisée. En tout cas, ça veut dire de passer à l'échelle. Et puis, il y a quand même, alors j'ai mis aucune nouveauté, mais il y a quand même une petite nouveauté sur la sécurité économique. C'est un volet que l'Union européenne regarde de plus en plus sur 3 grands volets. Le premier, c'est qu'il pourrait y avoir des remises en cause de l'éligibilité dans certains domaines, alors pas le vôtre a priori, puisque alors c'est pour ça que je dis a priori, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et le quantique, où en fait, il ne faut pas être détenu par, l'entreprise ne doit pas être détenue par ce qu'on appelle un pays tiers non associé à l'Union européenne ou alors une organisation établie dans un pays tiers non associé. Donc, pour faire simple, les seuls qui sont éligibles dans l'EIC Accelerator, c'est les États membres et les États associés. Il y aura aussi au moment des investissements, on va le voir, la notion quand même de regarder un petit peu ces garanties de sécurité économique et vous devez aussi avertir l'Union européenne quand il y a en fait des transferts de propriété intellectuelle vers notamment les États tiers. Donc, slide suivante. Alors, je le disais, ça accélère donc le déploiement d'innovation de rupture. Donc, on est vraiment dans le financement de cette fameuse croissance, de ce fameux changement d'échelle. On est vraiment à la recherche de game changers. C'est ça qui est attendu dans l'EIC Accelerator. Donc, des gens qui vont vraiment changer la face du monde. Alors, ce que vous propose l'EIC Accelerator, c'est ce qu'on appelle un financement mixte, ou autrement dit en anglais du blended finance pour faire simple, avec à la fois un volet subvention qui désormais se consacrera sous forme de lump sum. Donc en fait, c'est un remboursement sur une base forfaitaire. Ça veut donc dire que le montant est déterminé lors du montage du projet. Il est fixé dans ce qu'on appelle le contrat de subvention. Et du coup, vous n'avez aucune déclaration de coût ou de contrôle puisque c'est un montant forfaitaire. Par contre, il faudra bien sûr justifier des travaux réalisés. Ce montant en lump sum peut donc aller jusqu'à 2,5 millions d'euros et vous êtes remboursé à hauteur de 70% des coûts totaux éligibles du projet. Nous sommes pour les techniciens dans ce qu'on appelle une IA, ça veut dire une Innovation Action, par opposition au RIA que vous a présenté Elsa, qui sont des Research and Innovation Action, où le curseur est clairement sur le volet recherche et donc financé à hauteur de 100%. Vous aurez aussi un volet en investissement, donc soit en equity, soit en quasi-equity, donc plutôt des obligations convertibles. Et là, le montant peut aller jusqu'à 15 millions d'euros. Et au moment de votre sélection, vous avez un delta, si je puis dire, de plus ou moins 2 millions d'euros. C'est-à-dire que l'EIC se réserve éventuellement le droit, par exemple, vous demandez 3 millions et l'EIC estime que votre projet est vraiment game changer, comme je le disais, va vraiment changer la face du monde, va avoir un impact très important et du coup peut décider de vous octroyer plus. Donc vous avez à la fois un volet subvention, à la fois un volet investissement et puis au-delà de ce financement substantiel, vous avez ce qu'on appelle dans notre jargon des BAS pour Business Acceleration Services où en fait l'EIC va aussi vous accompagner dans cette montée en puissance. Vous aurez le droit de rencontrer des grands groupes, c'est ce qu'on appelle les EIC Corporate Days. Vous aurez le droit aussi à de la formation pour vous aider à pitcher. Vous serez mis en relation aussi avec des investisseurs parce que comme vous le voyez et on l'a inscrit en rouge, il faut comprendre que l'EIC intervient dans ce qu'on appelle des failles de marché. C'est-à-dire que l'EIC n'a pas vocation à intervenir seul. Donc, vous devez à un moment donné du processus avoir un co-investisseur et en plus avoir un co-investisseur qui généralement se positionnera en leader, mais on pourra y revenir si vous avez des questions. Slide suivante. Alors, 3 grandes étapes de sélection. D'abord, ce qu'on appelle l'étape 1 pour la short proposal. Donc, j'allais dire, je le dis avec mes mots, c'est plutôt un non-sujet. Il y a actuellement 69% des propositions qui sont
qui passe à l'étape 2 de la full proposal. Et pour un Français, on est à peu près à 80% de taux de sélection. Alors maintenant, je vais mettre un bémol à ce que j'ai dit parce que les règles du jeu ont changé pour ceux qui connaissaient. Avant, pour pouvoir passer en full proposal, il fallait obtenir 2 go sur 4. Désormais, il faut impérativement obtenir 3 go sur 4 pour être admis à l'étape supérieure qui est celle donc de la full proposal. Revenons à la short, elle est continuellement ouverte, c'est-à-dire quand vous êtes prêt, vous pouvez déposer votre projet. C'est un projet d'environ 12 pages. Vous devez joindre un pitch deck de 10 slides et vous devez joindre une vidéo de 3 minutes pour montrer la motivation de l'équipe. Vous allez donc être évalué, vous l'avez compris, par 4 évaluateurs et vous avez le retour sur 6 semaines. Et si vous êtes accepté, vous aurez droit à ce fameux accompagnement par notamment un coach et vous aurez droit à 3 jours, donc ce qui représente environ 24 heures. La full proposal, il y a des dates clés, donc il n'y en aura plus que 2. Donc pour ceux qui connaissaient avant, il y avait 4 dates de dépôt dans l'année. Désormais, il n'y en aura plus que 2. 13 mars, 3 octobre. C'est lié au fait qu'il y a eu un petit peu une baisse des financements dans le cadre de l'EIC au global. Alors l'EIC Accelerator est un des instruments les mieux financés à l'heure actuelle, mais quand même, il y a eu une petite baisse de budget. Donc du coup, ils ont un petit peu limité les cut-off. Dossier de 50 pages, donc là c'est un petit peu plus musclé, c'est un véritable business plan, business model, 3 grands critères de sélection, on y reviendra, toujours un pitch deck, toujours une vidéo de 3 minutes, etc., etc. Je vous ai mis tout ce qu'il fallait. Il faut impérativement joindre ce qu'on appelle le FTO, c'est-à-dire la liberté d'exploitation. Il vous faut des lettres d'intention comme quoi vous allez avoir des clients, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle voilà, les premiers clients, si je puis dire. Et puis ensuite, vous avez un pitch. Donc un pitch à Bruxelles. Je dis à Bruxelles parce que dans le programme de travail 2024, il n'y a plus de référence à la visio, donc à suivre. En tout cas, voilà, entraînement vraiment exigé pour ces pitchs. Et puis pour la full proposal, j'ai oublié de dire qu'il y avait donc il vous faut 3 évaluateurs, enfin vous êtes réévalué par 3 évaluateurs, il vous faut 3 go sur 3, sachant qu'il y a une grande nouveauté qui est apparue en 2024, c'est que si vous avez 2 évaluateurs qui vous notent sur tous les critères bons et qu'il y en a un qui vous note pas bien sur un ou plusieurs critères, alors vous avez désormais ce qu'on appelle un consensus meeting pour discuter de votre cas et voir si ce 3e évaluateur lève le go ou pas. Voilà, slide suivante, parce que le temps tourne. Alors, bien sûr, comme l'a rappelé Elsa, il y a des open calls, c'est-à-dire ce qu'on appelle la sérendipité de la recherche, si je puis dire. Donc, il faut toujours évidemment garder quelque chose de spontané et que ça vienne de la base. Et puis, vous avez aussi des défis importants sur lesquels l'Europe doit impérativement investir si nous voulons assumer ce qu'on appelle notre autonomie stratégique ou notre souveraineté technologique. Donc, jusqu'en 2021, c'était des gros mots. Aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. Donc, il y a un challenge qui vous concerne. Donc, vous le voyez à l'écran, il y aura 50 millions d'euros sur ce challenge, sachant que vous pouvez, si vous ne rentrez pas complètement dans le challenge, n'oubliez pas, il y a évidemment l'open pour vous. Alors donc, c'est un challenge qui concerne les alimentations issues de la fermentation de précision et des algues, avec donc 2 grands points clés, si je puis dire. Tout d'abord, tout ce qui concerne les systèmes de fermentation à base de bactéries, levures ou champignons. Et deuxième item, nouveau système d'aquaculture basé sur des macros, et des micro-algues. Alors, en 3-4 mots, qu'est-ce qu'il y a dans ce challenge? On sait qu'il y a des pratiques agricoles qui sont intensives et qui ont dégradé les sols. Cette dégradation est évidemment accélérée par les effets du changement climatique et évidemment des émissions de gaz à effet de serre, et ça libère quelque part les nutriments. Donc, ce que veut l'Europe, c'est que vous exploriez des voies complémentaires pour une production alimentaire durable, résiliente, efficace. Donc, des productions d'aliments riches en protéines, en graisses, en glucides, en fibres alimentaires, en vitamines, en minéraux, je dois en oublier, grâce justement à ces bactéries, à ces levures, à ces champignons et à ces algues.
Et aussi, on veut que vous construisiez, enfin que vous produisiez, pardonnez-moi, des aliments qui soient économes, en énergie et en ressources avec bien sûr des faibles émissions. Donc il faudra impérativement que vous fournissiez, donc je le dis maintenant mais je vais le redire après, une analyse du cycle de vie. C'est fondamental si vous répondez au challenge pour pouvoir justement certifier vos impacts annoncés. Je vous ai mis le lien. Il y a eu un webinaire qui a été fait le 16 janvier dernier, donc il n'y a pas longtemps, exclusivement sur les challenges de l'EIC. Donc, Elsa a prononcé son nom, c'est Evan Stéphanie, qui est un programme manager absolument génialissime. Moi, je l'adore, c'est un plaisir de l'entendre. Donc, je vous invite à réécouter tout ce qu'il a dit sur votre challenge parce que ça vous permettra évidemment d'en savoir un petit peu plus. Slide suivante. Je regarde le timing. Alors, on vous a fait un petit récap. Donc, Cocorico, la France est numéro 1 sur l'EIC accélérateur et cela depuis le début. On a eu 82 lauréats sur les 521 et on en a 18, si je puis dire, dans vos thématiques. Le taux de succès, c'est clairement un instrument compétitif. Vous le voyez à l'échelle de l'Union européenne, c'est 7,6%. Et vous voyez que la France, je vais faire simple, on a un succès qui est le double de celui de l'Europe. Donc, bravo à vous. C'est vous qui postulez et c'est vous qui permettez à notre pays d'avoir ce taux de succès. Ce qui m'a beaucoup intéressé aussi quand j'ai étudié les résultats avec Gorka Gorazureta, qui est le coordonnateur, c'est que vous voyez, la France, et ça c'est une vraie découverte pour moi, ose demander des tickets importants. Parce que souvent, les Français, c'était on ne demande pas trop. Et là, vous voyez, on demande plus que la moyenne européenne. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et puis, je vous ai mis aussi le Data Hub dans lequel vous allez retrouver le nom des lauréats et le financement des projets. Slide suivante. Voilà, donc quelques lauréats. Alors, j'ai mis bioéconomie, hein, mais c'est bien sûr beaucoup plus large. Je suppose que vous en connaissez certains. J'ai évidemment pas le temps de décrire ce qu'ils font. Vous avez leur nom, vous pourrez aller voir et ça vous donnera un petit peu une idée des lauréats qui sont financés dans le cadre de l'EIC. Slide suivante. Alors, on a voulu, avec Gorka, regarder un petit peu vos spécificités à vous. Alors, qu'est-ce qu'on note? On note que dans votre domaine, vraiment, la priorité de Deep Tech et le fait d'être sur des innovations de rupture, c'est quand même ça qui va être regardé en premier. Donc, bien sûr, il y a l'impact, hein, il y a toujours les 3 mêmes critères de sélection, excellence de l'innovation, impact, mise en œuvre et niveau de risque. Mais c'est vrai que cette histoire de Deep Tech est très fortement impliquée dans vos thématiques. Comme je vous le disais, il est vraiment impératif dans vos thématiques, d'autant plus si vous répondez au challenge, d'avoir cette fameuse analyse du cycle de vie du produit, si j'ose dire, le bilan carbone. Vous devez impérativement certifier vos impacts. Et on voit que ceux qui ne le font pas, eh ben, ne sont pas retenus. Donc, ça, c'est important. Bien sûr, vous êtes dans j'allais dire, une vraie politique européenne, hein, évidemment. J'ai donné quelques mots sur votre thématique. Donc, grosso modo, dans votre politique, on est ce qu'on appelle... vous êtes en lien avec ce qu'on appelle les ODD, les objectifs du développement durable, et en particulier dans des politiques européennes qu'on appelle le Green Deal ou le Fit for 55. Bon, vous irez regarder ces politiques. Donc, c'est vrai que dès que vous pouvez vous raccrocher à une grande politique européenne, ça donne évidemment un point supplémentaire pour votre projet. Alors, ce que je constate dans votre domaine, c'est que on est sur des marchés qui semblent être, hein, je ne suis pas une spécialiste de votre domaine, mais à la lecture des projets, qui semblent être des marchés fragmentés, des réglementations qui semblent être assez complexes. Donc, ce qui est intéressant quand vous répondez à cette thématique, enfin à l'EIC, c'est vraiment d'essayer d'anticiper la suite du développement dans un contexte. Hein. Donc, par exemple, tout ce qui est chaîne d'approvisionnement alimentaire. Il faut que vous en parliez pour montrer à l'Union européenne comment vous allez justement surmonter cette étape de la fragmentation de ces marchés et des réglementations un petit peu complexes. Et puis, voilà, réglementation durcie, scale-up, je viens d'en parler.
Donc, slide suivante. Donc, voilà le PCN. Alors, nous, on est 5. Voilà, donc Gorka, dont j'ai déjà parlé, qui est notre coordonnateur. Donc, moi-même, donc je suis PCN IIC Accelerator et je suis également la chef du service Europe Innovation et Compétitivité à l'ANRT, qui est l'Association nationale de la recherche et de la technologie. Jérôme Billet, donc, qui est comme moi PCN IIC Accelerator et qui partage son temps à l'ASRC, l'Association des sociétés de recherche sous contrat, et France Innovation. Et puis BPI France avec Christian Dubarry et Gilles Lecogen. Comme Elsa, nous avons une adresse générique à laquelle vous pouvez nous joindre. Slide suivante. Notre accompagnement. Alors, comme Elsa, vous avez des questions, vous ne savez pas si vous rentrez bien dans le cadre de l'IIC, etc., etc. Bien sûr, travaillez avec votre pôle de compétitivité. Hein. Moi, j'encourage toujours l'accompagnement local, qui est un accompagnement dans vos thématiques et de proximité. Mais n'hésitez pas, bien sûr, à solliciter le PCN pour un rendez-vous. Donc, on vous accompagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas des consultants. Donc, je précise tout de suite, on n'écrit pas, on ne rédige pas. Par contre, on répond à l'ensemble de vos questions pendant votre phase de montage. Nous avons aussi décidé, alors selon les régions, de participer à ce qu'on appelle des ateliers de relecture. Donc, c'est la région qui organise un atelier de relecture. On relit vos projets et on vous fait nos commentaires. Et puis, tout de suite après vous, je vais vous quitter pour aller justement entraîner les lauréats. Pour le dernier appel IIC Accelerator, nous avons 34 lauréats, ce qui est exceptionnel, et nous entraînons au pitch les fameux 34 lauréats. Et puis, on ne s'arrête pas là. Comme il y a pas mal d'investissements, notamment avec ces fameux 15 millions d'equity ou de quasi-equity, on suit les candidats et on essaie d'avoir aussi un contrôle un petit peu de ce qui se passe après pour savoir comment vous avez fait vos différents investissements. Slide suivante. Alors, BPI France, si vous avez besoin de faire appel à un consultant, vous épaule, notamment grâce au Diag Europe. Vous avez les contacts directement chez BPI France et ça vous permet d'avoir des financements pour pouvoir payer un consultant. Slide suivante. Et ben voilà, j'ai fini avec 18 secondes d'avance. Je suis extrêmement fière de moi. Voilà. Je Bravo. vous repasse la parole. Merci beaucoup. Alors, du coup, pour l'accompagnement des pôles, donc, les pôles, bien évidemment, peuvent aussi vous accompagner. Les adhérents des pôles bénéficient des services, donc comme le webinaire qu'on peut mettre à votre service aujourd'hui, et puis les services personnalisés sur l'identification d'opportunités, donc d'appels à projets au niveau de la Commission européenne ou d'opportunités comme celle-ci, l'appui au montage et le soutien aux projets déposés. On a aussi des services Europe qui vous proposent des actions complémentaires, comme des groupes internes au pôle où on va pouvoir discuter des appels et des sujets, parcours d'accompagnement au montage, des parcours d'accompagnement à l'EIC, plus particulièrement. Et le réseau de partenaires européens et nationaux des pôles, donc on est très proche des PCN comme aujourd'hui, et aussi des réseaux EN, des réseaux régionaux. D'ailleurs, concernant les réseaux régionaux, sur la prochaine slide, on voulait aussi préciser qu'il y a des aides régionales au dépôt de projets qui sont disponibles au niveau des différentes régions pour vous accompagner sur le financement d'un appel à un consultant, par exemple, ou d'autres besoins dont vous auriez besoin. Il faut vous rapprocher de vos régions pour pouvoir avoir toutes les informations qui sont différentes selon les régions. Et puis aussi pour tout ce qui est réseau scientifique, vous pouvez vous rapprocher du MESRI, du MRCI, qui pourra vous informer sur les aides au dépôt qui existent aussi. Alors, voilà, donc ici vous retrouverez sur les slides qui vous seront partagés la liste des différents contacts des pôles qui ont été co-organisateurs de cet événement. Sur les questions, justement, alors il y a plusieurs questions qui sont arrivées dans le chat sur l'EIC, Pathfinder et Transition. La première question, du coup, Elsa, pourquoi faire un consortium plutôt que de postuler seul? Oui, j'ai vu la question, effectivement. Je pense que la question se pose pour le Pathfinder Challenge et puis pour les transitions. En fait, il faut savoir que quand on regarde statistiquement, les monobénéficiaires, notamment sur Pathfinder Challenge, ont moins de succès que les consortiums parce qu'en fait, on va vous demander les prémices de développement d'une recherche multidisciplinaire
qui est en rupture, donc du coup qui demande beaucoup d'expertise différentes. Donc c'est dur de convaincre un jury que toutes les compétences sont détenues dans une entreprise pour arriver à l'objectif du Pathfinder. Enfin, du moins, au niveau des ambitions d'un Pathfinder. On est des projets qui durent de 36 à 60 mois sur 4 millions. Donc, c'est pas si évident. On a des exemples de spin-off. J'ai en tête une spin-off parisienne d'un labo de l'INSERM qui a obtenu un Pathfinder Challenge. Mais pour vous dire, en général, on a sur la cinquantaine de projets financés, un ou deux monobénéficiaires qui sont financés sur les Pathfinder Challenge. Sur les transitions, c'est un peu l'inverse, enfin même complètement l'inverse. On est quand même sur pratiquement la moitié des lauréats qui sont monobénéficiaires. Bah, ça se justifie plus parce que là, on a un niveau de développement technologique plus avancé, on a la preuve de faisabilité qui est faite. Et puis, si on suit la logique de l'EIC, à la fin du transition, vous êtes censé être un seul pour aller logiquement déposer un accélérateur ou du moins aller lever des fonds. Donc, c'est plus facile à justifier. Mais ça peut complètement se justifier d'être en consortium pour avoir toutes les expertises nécessaires pour les objectifs du projet. Donc voilà, ça, c'est un peu large comme réponse, mais parce que ça dépend vraiment du projet. C'est ça. Alors, l'autre question justement était, est-ce que en bénéficiant d'un financement sur Pathfinder et que tout se passe bien, naturellement, on va sur une transition? Bah, idéalement, oui, en fait, vraiment, c'est fait pour vous laisser, enfin, vous préparer le chemin pour aller sur une transition. Le transition, comme j'ai pu vous l'expliquer, tout le monde n'est pas éligible. Donc, si vous êtes éligible, c'est qu'on vous attend là-dessus. Donc, si tout se passe bien, si vous avez des résultats probants, je pense même que le project officer ou l'EIC, de manière générale, enfin, l'agence exécutive, donc l'EISMEA, va vous encourager à aller déposer en transition. Moi, j'ai déjà en tête des lauréats et lauréates de Pathfinder, de coordinateurs et des coordinatrices qui sont déjà en train de réfléchir à une transition et qui sont déjà en train de préparer un dépôt en septembre prochain parce qu'ils ont obtenu leur projet il y a 2-3 ans et qui commencent à avoir des résultats ultra probants. Et pour un EIC Pathfinder Open, faut-il une entreprise avec des statuts déposés? Alors, pour le Pathfinder Open, c'était ça Oui, oui. Alors, si je ne dis pas de bêtises, bah, le Pathfinder Open, de toute façon, c'est du partenariat, c'est du consortium, vous êtes au minimum trois. Il me semble qu'il peut y avoir des entreprises qui, enfin, être une personne physique, mais j'ai jamais vu le cas. Ça s'y prête plus, notamment pour les transitions, ce genre de cas. C'est-à-dire qu'on a eu les cas de transition où une entreprise a déposé, mais elle n'était même pas encore créée, et elle a été créée parce qu'elle a été financée par la transition. Mais il me semble que sur le papier, on peut, si vous avez vraiment une question, un cas particulier, vous nous écrivez, on verra ça. Mais en général, c'est des entreprises qui sont déjà créées et des organismes de recherche sur les Pathfinder Open notamment. Voilà. En partenaire, peut-être différent, mais en coordinateur, il faut absolument que l'entreprise soit créée pour un Pathfinder Open. Donc un partenaire pourrait être, on pourrait avoir un partenaire physique avec une entreprise, potentiellement. Potentiellement. Faut m'écrire là de tête, j'ai peur de dire de bêtises, mais Pardon. peut-être. Alors, le Diag Europe peut-il s'appliquer au montage justement d'un Pathfinder ou d'un transition? Alors, le Diag Europe, il me semble que c'est que pour des monobénéficiaires, si je dis pas de bêtises. Et on a le Diag PTI qui est l'équivalent pour les partenariats. Donc, pour un transition, le Diag Europe, oui. En soi, pour un Pathfinder Challenge aussi, si vous êtes monobénéficiaire et que vous êtes une entreprise privée. Par contre, si vous êtes en partenariat, vous êtes une entreprise privée et que vous êtes en coordination, un partenariat, donc Pathfinder Open, Transition, Pathfinder Challenge, c'est le Diag PTI, donc c'est partenariat technologique international, un truc comme ça. Je ne sais plus exactement l'acronyme, mais c'est l'équivalent pour les partenariats. Et oui, sur le papier, vous êtes totalement éligible pour déposer. Alors, je pense que la réponse a été faite, mais pour candidater à l'EIC de transition, on n'a pas besoin d'avoir fait un projet européen au préalable. Alors oui, il faut récupérer des résultats qui vous rendent éligible. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation à avoir fait partie du projet dont les résultats sont éligibles. Si vous voulez aller voir des cas, alors on est en train de construire une page de témoignages, enfin d'essayer de reconsolider à un même endroit tous les témoignages qu'on a eus. Mais on a un webinaire qui a été réalisé il y a à peu près une petite année et qui est toujours disponible en replay avec le témoignage d'une entreprise Cherry Biotech qui est détenue par Jérémy Kramer qui est lauréate, cette entreprise d'un transition. Et les résultats qu'ils exploitent dans le cadre de cette transition sont des résultats d'un projet auquel ils n'ont jamais participé. C'est-à-dire qu'ils ont eu le contact, ils sont allés contacter les porteurs, qui sont, je crois, un organisme public. Ils ont dit, bah voilà, nous, ça nous intéresse énormément pour notre projet d'entreprise, travailler en imagerie médicale, si je dis pas de bêtises.
et ils ont déposé le projet, ils sont devenus éligibles. Mais ils n'étaient pas dans le projet initial. Merci. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas eu peut-être l'information sur le taux de succès sur les Oui, Pathfinder et les transitions. c'est vrai, effectivement, je ne l'ai pas mis. Alors, le Pathfinder, on est sur un taux de succès sur le Open assez restreint, donc on est sur du 7-8%. On se rend compte pour les Pathfinder Open que le taux de succès augmente énormément au redépôt. C'est-à-dire qu'en général, bon, il y en a qui me font mentir, et c'est bien, mais en général, les lauréats l'ont au bout de la deuxième, troisième fois. C'est des projets très compétitifs et qui en soi sont assez qui ont énormément d'avantages vu qu'ils durent longtemps avec des gros budgets et à 100% de remboursement. Pour le Pathfinder Challenge, on a un meilleur taux de succès. En fait, c'est très relatif au challenge, donc c'est un peu compliqué de lister comme ça, mais on peut dire qu'on va être à plus de 10% de taux de succès, ce qui est un peu plus important et mais qui varie vraiment d'un challenge à l'autre. Hein. C'est un peu compliqué de lister. Et sur le transition, là, on est sur un plus gros taux de succès où on peut à aller à un 20%. Et le transition, moi, je ne suis pas rentrée dans les détails pour une question de temps, mais en fait, il est en deux étapes, l'évaluation. Et on a une deuxième étape qui est un oral, auquel le PCN aussi prépare, fait des oraux blancs. Alors, on n'a pas eu 34, mais ça nous arrange d'un côté parce que ça fait beaucoup. Mais en soi, on a cet oral blanc. Et quand vous êtes invité à l'oral blanc, le taux de succès est à 50%. Donc voilà. Merci. Alors, peut-être du côté de Carole, pourriez-vous commenter le TRL 9 dans le cadre de l'EIC Accélérateur pour Agritech dont l'activité est encadrée par la réglementation REACH? On t'entend pas, Carole. Excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Le TRL 9, c'est l'obtention de l'ensemble des certifications qui vont prouver que le produit peut véritablement aller sur le marché. Donc, le TRL 9, c'est très clair. Maintenant, moi, je vois passer plein de projets hein, avec de très nombreuses certifications dans votre domaine, dans le domaine de la santé, des essais cliniques. Enfin, je veux dire, même pour faire voler un avion, les certifications, ça fait tout ça. Donc, on voit passer des projets, mais c'est vrai que l'IIC Accelerator est un instrument de scalabilité. Donc, il faut prouver que vous allez faire le travail pour atteindre ce TRL 9 et peut-être aussi pour rassurer notre auditeur. L'IIC Accelerator, le volet subvention va durer maximum 2 ans, comme je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit, je ne me souviens plus. Par contre, le volet investissement, il peut aller jusqu'à 14 ou 15 ans. Donc, alors en moyenne, l'IIC Accelerator a plutôt prévu de sortir plutôt à 7 ans à peu près, pour vous donner une idée, sachant que l'IIC est quand même un instrument nouveau, même s'il y a eu des ancêtres et des opérations pilotes, mais quand même en grandeur nature, il existe depuis 2021. Donc en moyenne, c'est 7 ans. Et donc, vous pouvez tout à fait, dans l'IIC Accelerator, mettre tous les travaux que vous devez faire pour obtenir cette certification. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Merci. Alors, l'autre question, c'était, pouvez-vous en dire plus sur le FTO requis dans le cadre de l'EIC Accélérateur? Le format, les experts reconnus. Bon, petit micro. Alors sur le FTO, oui, le FTO, donc c'est un document, ça s'appelle, en vrai, ce qu'on appelle une étude de liberté d'exploitation ou une étude FTO qui consiste en fait à déterminer si un produit peut être mis sur le marché sans risque de contrefaire des brevets ou d'autres titres de propriété intellectuelle détenus par des tiers. Donc, en gros, ça veut dire quoi? On va peut-être vous donner 17,5 millions d'euros, 15 millions d'investissement, 2,5 de subvention. On veut être sûr que le cheval gagne la course. Pour être sûr que le cheval gagne la course, il faut qu'il nous prouve cette liberté d'exploitation. Donc, c'est une étude que vous allez mettre en annexe de vos 50 pages, notamment pour la full proposeur. Alors, moi, je ne recommande aucun cabinet de conseil, ce n'est pas le rôle d'un PCN. Par contre, il en existe pléthore. Vous avez des cabinets de conseil en propriété intellectuelle. Vous avez aussi des cabinets d'avocats qui proposent ça. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être un obstacle pour les candidats. Je note que ces études d'FTO sont généralement extrêmement bien maîtrisées et très bien faites, et très probablement aussi que vos pôles ont des références à vous donner. Mais nous, PCN, on ne donne pas de références sur les cabinets de conseil. Voilà ce que je peux vous dire.
Merci. Alors du coup, à Elsa, la question se reviendrait sans doute. Pathfinder, transition sont des dépôts comme accélérateur, c'est-à-dire 3 étapes, short, full, avec Alors, le même type de dépôt, pitch deck, vidéo, dossier. pas du tout. Du coup, c'est très différent. En fait, justement, faut se dire que dans le cadre des projets européens Horizon Europe, c'est plutôt l'accélérateur qui a un système très spécifique. Et du coup, on a le Pathfinder de transition qui va être sur le modèle plus basique, qui est une deadline. Donc là, par exemple, le 7 mars, comme vous voyez l'écran pour le Pathfinder Open, vous allez devoir soumettre un document. Donc là, pour un Pathfinder Open, c'est 20 pages. Il y a un template à télécharger. Si vous voulez plus d'infos, on a notre webinaire où on vous explique tout, qu'on a fait il y a eu 3 semaines, un truc comme ça. En tout cas, il est disponible en ligne. Vous soumettez avant le 7 mars, 17 heures. Et dans les 5 mois, enfin, 5 mois après, vous avez le résultat directement. Il y a 2 phases d'évaluation, mais que vous ne percevez pas. C'est-à-dire que vous avez soumis une fois avant la deadline. Et après, pendant ces 5 mois, il va y avoir une première évaluation faite par des remote evaluators, qui vont être des personnes individuelles qui vont évaluer sur des bases des critères d'évaluation, impact, excellence et implémentation votre projet. Et après, ça va passer en deuxième étape devant un comité, un panel committee, avec des personnes là qui sont autour de la table, qui sont différentes des personnes de la première étape, et qui vont donc scorer et finaliser les projets et choisir les projets qui vont être financés. C'est pareil pour le Pathfinder Challenge et pour le Transition. C'est pareil, sauf que la deuxième étape, c'est l'oral. Donc là, vous le savez, vous le ressentez. Et vous êtes invité, si vous passez en deuxième étape, à un oral devant un jury en visio. Donc voilà, mais il n'y a pas du tout de full short, go no go, c'est des notations, c'est des notations sur 5 par critère, il faut passer les seuils. Donc si ça vous intéresse, si vous avez plus de questions là-dessus et vous voulez en apprendre plus parce que vous êtes habitué plutôt au système accélérateur, n'hésitez pas. Merci. Alors, je crois que la dernière question, c'était quels sont les ateliers de relecture, dans quelle région peut-on les retrouver? Ça, c'est vraiment région dépendant, il me semble. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a plus d'informations, Carole, peut-être? Oui, oui. Alors, donc, il y a par exemple la région Aura, qui est la première région en France à avoir organisé ces ateliers de relecture. Donc, c'est généralement l'ARI, l'agence régionale d'innovation, qui organise ça avec la région elle-même. Et ensuite, évidemment, à ces ateliers de relecture participent les pôles de compétitivité, les PCN, éventuellement d'autres agences. Donc, c'est souvent l'ARI qui est moteur pour cela. Donc, après, bah, dans vos régions, voilà, il faut aller voir votre ARI. Si votre ARI est d'accord pour faire ça, nous, on est d'accord pour venir, j'allais dire, avec les experts locaux, vous dire ce que l'on pense du projet suite à la relecture, ce qu'on en a pensé. Voilà. Mais on ne veut pas le faire de manière individuelle. Je vous explique pourquoi. On a 2000 demandes par an, hein, c'est à peu près ça. Et en tant que service public, nous devons d'offrir le même service à chaque candidat. Donc autant les euros blancs, on y arrive puisque vous avez compris, là ils sont 34, donc on arrive à organiser. Et déjà, 34 euros blancs, pour moi, c'est 4 heures de préparation, c'est 1h30, donc déjà on consacre beaucoup de temps. Et donc si on devait voir les 2000 personnes, on ne pourrait pas. Par contre, le fait que la région organise, ça nous permet déjà d'arriver, la région coordonne tout, on a les dossiers, etc. Et c'est plus simple pour nous. Voilà pourquoi on ne le fait pas. Voilà. Merci beaucoup. Parfait timing. Alors là, moi, je suis Merci, impressionnée Carole par et la Elsa. Je laisse gestion du Chloé timing. peut-être Mesdames, vous avez toute mon admiration parce que n'est-ce pas? 1 heure, les 3 instruments, questions-réponses. Bon, on a frustré visiblement personne parce que tout le monde a pu poser sa question. Chapeau, mesdames. Donc, ben, merci au pôle de compétitivité. Merci infiniment de cette Merci beaucoup à vous. organisation parfaite. On vous en prie, on est là aussi pour faire le lien avec les acteurs avec qui Absolument. on échange Merci. au quotidien. Donc, c'était le but aujourd'hui. Et merci à vous deux, Elsa et Carole, pour les explications très claires. Je pense que même une personne qui ne pratique pas les financements européens au quotidien a pu s'y retrouver. Donc, voilà, on pourra regarder le support à tête reposée en repensant à vos discours. Mais en tout cas, pour tous les participants, sachez que toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui sont disponibles pour vos questions après coup, bien
entendu, que ce soit PCN et pôle de compétitivité. Et encore une fois, on n'a pas pu donner la parole à tous nos collègues qui ont participé à la coordination, à la co-organisation, pardon. Mais voilà, vous avez, selon votre pôle de compétitivité d'adhésion, voilà, plusieurs référents et portes à ouvrir possibles. Adrienne, je ne sais pas si tu voulais rajouter un message, mais une pensée aussi à Claire, notre homologue qui n'a pas pu malheureusement échanger avec nous, mais qui était bien là côté VG Police Vallée. Voilà, vous recevrez donc le support de présentation, peut-être pas ce soir, mais courant de la semaine, on vous promet. Voilà, je ne sais pas si Adrienne, tu voulais rajouter quelque chose, mais en tout cas, merci à tous pour votre participation. Bonne fin de journée à tous. Merci, bye Au bye, à revoir. votre Merci beaucoup pour disposition. l'invitation. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.